On aborde maintenant le paragraphe suivant. Donc, on va passer du flot géodésique à la dynamique dans un billard. Donc, c'est un paragraphe de cours de physique mathématique que vous pouvez trouver sur Internet. Et c'est inclus dans le chapitre qui s'appelle Loi de la mécanique classique d'après Hamilton, et précisément dans le paragraphe considérant le flot géodésique et le sous-paragraphe qui concerne le paragraphe 19.334 qui parle du flot géodésique au billard. Voilà, donc comme jusqu'à présent, on considère une surface S inclue dans l'espace euclidien R3. Voici représentée ici une surface. Et cette surface, on va la considérer comme particulière. Elle a deux parties plates, vous voyez, la partie supérieure, la partie inférieure. Peut-être le dessin est mal fait. Et c'est une surface lisse. Et les deux parties plates sont reliées par une partie courbée, comme ici, de taille très petite, epsilon. Et ce qu'on va imaginer, c'est qu'on aplatit la surface, donc epsilon tend vers 0. Et voilà. Et on se pose la question, que vont devenir le comportement des géodésiques sur la surface lorsque epsilon tend vers 0. Alors dans la partie plate, supérieure et inférieure, les géodésiques sont des droites. Donc imaginez que les géodésiques avancent en ligne droite, et ici, dans la partie courbée, les géodésiques suivent donc le mouvement d'une particule libre et se retrouvent dans la partie inférieure. Ici, il y a deux géodésiques bleu et rouge représentés. Et bien dans cet exemple, vous voyez, on a supposé que lorsqu'on aplatit, et bien vu du haut, la surface ici est à gauche de la zone hachurée. Et donc, lorsqu'on aplatit, le pli forme un segment, forme le bord ici de ce domaine. Donc c'est la même figure vue du haut. Et les géodésiques, comment elles se comportent? Eh bien, on a l'impression, vue du haut, que les géodésiques bleues tapent sur le bord, sur le pli en fait, et rebondit, comme un rayon lumineux rebondirait sur un miroir. Et l'autre géodésique, de même, rebondit sur le bord, sur le pli, en fait, comme un rayon lumineux rebondirait sur un miroir. Et voilà. Et donc, on avait vu précédemment que un bout de cylindre comme ça, c'est une surface de courbure nulle. Donc là, on a supposé une surface de courbure nulle. Ça donne un pli qui est droit. Et voilà, on observe. Donc là, il n'y a pas de formule, mais on observe le phénomène suivant, c'est que les géodésiques sur une surface de courbure nulle qu'on aplatit, eh bien, donnent des géodésiques, des segments de droite qui rebondissent sur un pli, sur un bord droit. On peut maintenant imaginer la même expérience de pensée avec deux parties plates reliées par une zone de courbure positive sur une zone d'épaisseur très petite, epsilon. Donc là, j'ai représenté, imaginez les géodésiques, deux géodésiques voisines, une en bleu, une en rouge. Elles sont voisines, mais comme la courbure est positive, on avait vu dans un paragraphe précédent que chaque géodésique oscille l'une par rapport à l'autre. Donc ici, on imagine, vous voyez, qu'une fois traversée la zone de courbure positive, les deux géodésiques vont se croiser. Mais imaginez que vous voyez cette figure vue d'en haut et que vous aplatissiez la surface et qu'elle devienne donc plate, excepté qu'il y ait un pli qui se forme. Ce pli, alors, il va se former et va donner un bord concave, comme ici. Et les géodésiques vont être dans la partie plate des segments de droite et vont avoir donné l'impression de rebondir de façon parfaite sur le pli, sur le bord. Et on aura cette figure, une figure de rebond de trajectoire droite sur un bord concave, lorsque epsilon tend vers 0. Et finalement, en considérant deux surfaces plates reliées ici par une zone à courbure négative, donc en forme de selle de cheval, de la même façon on considère deux géodésiques voisines, lorsqu'on aplatit, autrement dit lorsqu'on fait epsilon tend vers 0, et bien vu du haut, le pli donne un bord comme ça convexe. Et le comportement des géodésiques sera toujours un rebond parfait, comme le rebond d'un rayon lumineux sur un miroir, mais sur un miroir de forme convexe. Voilà, donc il faut retenir le fait suivant, c'est que une zone à courbure positive que l'on plie donne un bord concave et une zone à courbure négative donne un bord convexe.
Et les trajectoires géodésiques donnent des comportements de dynamique dans ce qu'on appelle des billards, comme une bille de billard qui rebondit sur un bord. Inversement, lorsque vous considérez une dynamique d'un billard dans un domaine plan qui rebondit sur un bord, eh bien vous pouvez imaginer cette dynamique de billard comme un effet limite d'une trajectoire géodésique sur une surface. À courbure négative si le bord est convexe, à courbure positive si le bord est concave, et à courbure nulle, une surface à courbure nulle si le bord est droit. Ce qui va nous intéresser dans la suite, c'est le dernier exemple, c'est lorsque le bord est convexe, autrement dit lorsque ça correspond à des trajectoires géodésiques sur des surfaces à courbure négative. Cela va nous intéresser parce que on a vu qu'il y a le phénomène de sensibilité aux conditions initiales. Les trajectoires, vous voyez comme ici, ont tendance à s'écarter exponentiellement vite l'une de l'autre avec le temps. Et bien, des trajectoires comme ça dans un billard à bord convexe, c'est ce qu'on appelle un billard dispersif, ou bien billard de Sinaï, parce que Sinaï a étudié ça dans les années 70, et le comportement est chaotique. Alors je vous invite à cliquer sur le lien de cette vidéo pour observer une vidéo qui montre une trajectoire déterministe d'une particule dans un billard. Vous voyez ici l'image. Donc le billard, c'est un carré avec conditions périodiques au bord. Donc lorsqu'on part en haut, on réapparaît en bas. Lorsque la particule part à droite, elle réapparaît à gauche. Et voici une seule trajectoire qui a évolué un grand nombre de fois et qui a rebondi sur les bords convexes du billard. Et donc, c'est un billard dispersif. Ce qu'on observe, c'est que cette trajectoire a un comportement chaotique. Donc, regardons la vidéo. Vous voyez là la trajectoire, en effet, qui rebondit à un comportement imprévisible, pourtant déterministe, un comportement chaotique. En fait, il est très difficile de comprendre ce qui se passe en observant une seule particule, une seule trajectoire, comme on vient de le faire. Pour comprendre ce phénomène de chaos et d'imprévisibilité, il est important de considérer non pas une seule trajectoire, mais un ensemble de trajectoires, autrement dit, plein de conditions initiales différentes, mais très voisines, partant d'une position initiale donnée et d'une vitesse initiale donnée, avec de tout petits écarts. Observons ce qui se passe. Eh bien, voici, je commente, on va observer la vidéo après. Vous voyez ici dans cet exemple, voici un petit nuage ici avec 1 milliard ou même plus de particules. C'est le petit nuage vert qui se propage. Et il va rebondir sur les obstacles. Et le fait d'avoir une petite largeur, eh bien après chaque rebond, le nuage s'amplifie, sa taille s'amplifie. Et on le voit ici. Alors la couleur correspond à la direction des vitesses. Voilà, donc on a choisi cette convention. La couleur bleue donne une direction des particules allant vers la droite et vers le haut. Et voici donc la couleur correspondant aux différentes directions. Donc comme on disait, après un certain temps, ces particules-là se dispersent, le nuage se disperse et va se retrouver présent dans tout le billard avec des directions, donc des couleurs différentes. Et après un certain temps, ça va se répandre vraiment dans toute la zone accessible avec toutes les couleurs présentes en chaque point. Alors bien sûr, ce n'est pas exactement parce que vu que c'est déterministe, eh bien, partant de ce nuage ici, si on remontait le temps, ça redonnerait le nuage initial. Et ce qui se passe, c'est que le nuage initial, en évoluant, donc, a rempli de façon dense tout l'espace des phases disponible. Et cette dernière figure montre le nuage, non pas sur le tore périodique, mais dans l'espace R2 avec les obstacles. Et il diffuse comme une gaussienne. On peut montrer que la densité de particules suit une loi gaussienne. Lorsque le temps grandit, une loi gaussienne de largeur qui augmente comme racine carrée du temps fois une constante. Cette constante s'appelle le coefficient de diffusion. Alors tout cela se démontre. Là, le but de ce chapitre, c'est de montrer ces phénomènes, non pas de les démontrer, mais de les montrer, de les observer. Pour démontrer cela, on fait appel à la théorie des systèmes dynamiques. Alors revenons et montrons maintenant la vidéo. Donc, pour voir cette vidéo, vous cliquez sur ce lien.
Donc vous voyez ici le nuage initial, hein, avec des particules, on le suit, à cause des conditions périodiques, il réapparaît là, et après chaque obstacle, à cause du bord convexe, le nuage se disperse. C'est la sensibilité aux conditions initiales. Et la couleur, je vous rappelle, correspond à la direction. Et là, on voit tout de suite qu'il se passe quelque chose de nouveau, c'est que, je reviens, des particules, vous voyez ici, tapent sur cet obstacle, alors que d'autres passent à droite et vont revenir en bas. D'accord ? Donc le nuage, à cette date-là, commence à prendre une taille macroscopique et taper sur des obstacles différents. Alors que les particules étaient au départ vraiment dans des conditions initiales très proches. Donc cela montre qu'après un temps très court, elles auront un comportement différent au niveau macroscopique. Voilà, les particules ici réapparaissent. Et vous voyez qu'à partir de ce moment-là, le nuage de particules qui était initialement très concentré, très localisé, devient totalement délocalisé et se répand dans tout le billard. On voit encore des formes circulaires qui démontrent que c'est un nuage qui provient d'une condition initiale particulière, mais très rapidement, ce nuage donc remplit tout, mais on voit aussi que les couleurs s'uniformisent, autrement dit, de partout, il y a des particules allant dans toutes les directions possibles. Voilà. Et à partir de maintenant, on ne voit plus aucune évolution dans le nuage. On appelle ça l'état d'équilibre. Eh bien, on ne peut plus décrire la position et la vitesse de chaque particule, on peut seulement dire qu'elles suivent une loi de probabilité uniforme sur l'espace des phases, sur l'espace des positions et vitesses. Et sur la figure de droite, vous voyez le nuage qui diffuse, qui se disperse. C'est une gaussienne dont la largeur augmente comme racine carrée du temps. Alors cette propriété est très importante et s'appelle la propriété de mélange de la dynamique. Le fait qu'un nuage initial très localisé, après un certain temps, on a l'impression qu'il se mélange et qu'il s'uniformise sur l'espace des phases. Donc c'est la propriété de mélange en théorie des systèmes dynamiques et elle est démontrée que pour certaines situations, comme le flot géodésique sur une surface à courbure négative ou une variété à courbure négative, ou bien le flot dans un billard dispersif, comme on vient de le voir dans cette expérience. Cette propriété de mélange est à la base d'une discipline, enfin d'une théorie en physique qu'on appelle la physique statistique, qui montre que à l'échelle moléculaire, il y a plein de particules qui s'agitent dans tous les sens. On ne peut pas considérer le mouvement de chaque particule et donc on fait une hypothèse de mélange, de chaos total, et on remplace la description précise des positions et vitesses, donc de l'état de chaque molécule, chaque particule, par une distribution de probabilité uniforme sur une zone de l'espace des phases. Et c'est la base de la physique statistique, dont on parlera dans un chapitre ultérieur. On continue avec le paragraphe suivant, qui est très proche, qui commente un exemple précis. Alors cet exemple intéressant, on considère un système mécanique fait de tiges et de masses coulissantes sur des tiges, reliées par des tiges vertes ici de longueur fixe. Cet exemple a été étudié par Mikhail Kurganov dans sa thèse, que vous pouvez lire en cliquant sur ce lien. On commence par commenter l'image du centre. Donc on va plutôt considérer la vidéo. Donc pour voir la vidéo, vous cliquez sur ce lien-là. Voilà, donc au centre, vous observez, c'est vu du dessus, donc il n'y a pas de gravité. Vu du dessus, vous avez des masses bleues qui coulissent sans frottement sur des tiges bleues. Elles sont libres de coulisser, mais par contre elles sont reliées par des tiges vertes aux autres masses. Donc ce sont des contraintes. Et vous remarquez qu'elles ont toutes la même masse, sauf une petite masse bleue ici au centre qui est plus légère que les autres. Et donc c'est un système qui est libre de se déplacer avec les contraintes. Eh bien, on peut facilement compter le nombre de degrés de liberté. En réalité, si vous fixez l'angle de cette tige verte ici à gauche et l'angle de la tige verte ici à droite, ça détermine complètement la configuration de l'ensemble. Par conséquent, on peut démontrer, ça a été fait dans la thèse de Mikhail Kurganov, que le mouvement de ce système mécanique
c'est un flot géodésique sur une surface de dimension 2, car il y a 2 degrés de liberté. Et donc à droite, on montre l'état de ce système, c'est le petit point, qui se déplace en suivant une géodésique sur une surface, ici inclus dans R3. Donc c'est équivalent de considérer ce système mécanique ou le flot géodésique sur cette surface en jaune. Voilà, et ensuite, pour démontrer que ce flot géodésique est chaotique, donc il faudrait démontrer que la courbure de cette surface est négative. Eh bien, c'est possible. Mikhail Kurganov a démontré la chose suivante, c'est que lorsque la masse centrale de la bille ici bleue tend vers 0, eh bien cette surface s'aplatit verticalement, donc s'aplatit, et lorsqu'on regarde la trajectoire géodésique vue du haut, ça donne l'image de gauche. Sur l'image de gauche, on observe la même surface, alors simplement les couleurs ont été interverties. La surface qui était ici jaune est représentée en bleu, la trajectoire qui ici était bleue est représentée en jaune. Mais ce qui est important à observer, c'est que la trajectoire géodésique devient une trajectoire d'une dynamique, une trajectoire dans un billard dispersif de Sinaï qui semble rebondir sur les obstacles, sur les plis. Et dans la limite où la masse centrale epsilon tend vers 0, eh bien ça devient vraiment une trajectoire dans un billard de Sinaï, et c'est démontré que c'est totalement chaotique. Voilà, et donc ça démontre que ce flot ici interne est complètement chaotique. De façon précise, on dit qu'il est anosophe. De la même façon, on peut imaginer d'autres systèmes mécaniques. Ici, voici en cliquant ici un système qu'on trouve sur YouTube, mais que vous pouvez réaliser chez vous. Vous voyez, c'est un système mécanique sans frottement qui a un comportement chaotique. Si vous observez le point central sur le plan, eh bien, il a une trajectoire chaotique imprévisible. Et pourtant, le système est déterministe.